Euh, Par quoi j'ai commencé? Ah bah oui, vous savez quel jeu. Ça tombe bien en fait de commencer un Twitch aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, on est quand même le jour le plus déprimant de l'année. Euh, En fait, c'est un algorithme euh, qui est totalement fou. En fait, la personne qui a réalisé cet algorithme, qui est calculé sur le nombre de jours, euh, le travail qu'on fait, nombre de jours après Noël, etc. Il a dit après que c'était vraiment de la fumisterie. Mais je trouve que c'est assez sympa parce qu'en plus, comme on est lundi, et puis que le dessin de Soledad en face, c'est comment ça va comme un lundi, bah voilà, vous trouvez ça dans les meilleures citations déprimantes. C'est de l'autopromo, hein. Bon, ça va, je crois qu'il a, il a paru en 2014. Donc, mais c'est les meilleures citations déprimantes pour bien commencer la journée. Voilà, chez En Folio. Alors, je ne peux pas vous mettre les sources parce que j'ai essayé de mettre dans mon chat et puis ça marche pas. Il faut que je m'identifie. Voilà, il y a encore des petits réglages à faire, mais voilà, peut-être qu'on arrivera à les mettre d'ici la fin du Twitch. Donc ça, c'était pour vous dire que bah, tout va bien. Tout va bien. Vous savez qu'un de mes auteurs préférés, c'est quand même Suran. Donc, bah, Suran, c'est un humour toujours assez décalé. Euh, et aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti en tournée en fait. J'ai commencé ma tournée de diffuseur en Suisse romande. Et puis, j'ai un nouvel éditeur qui m'a rejoint, que je diffuse. Et je suis vachement content de le diffuser. C'est les nouvelles éditions Humus. Alors, je ne sais pas si certaines ou certains connaissaient déjà les éditions Humus, euh, qui étaient dirigées par Michel Froidevaux, qui est décédé malheureusement. Et les nouvelles éditions Humus ont été, partent avec le fond des éditions Humus qui sont à Lausanne. Et, euh, et en fait sont dirigées maintenant par Stéphane Beauvon et puis comment il s'appelle, ça va me revenir. Euh, j'ai un trou. Bref. Euh, Bref. Ils sont à deux à avoir recréé cette maison, à avoir repris cette maison d'édition. Et ils ont augmenté d'un truc complètement fantasque, qui sont des pulps. Donc il y en a un qui va paraître par mois. Alors moi j'ai la chance de les avoir, d'avoir lu les 12 apparaître. Euh, c'est complètement frappadingue. Ça s'appelle Damned. Donc ce mois-ci vous trouverez le Damned numéro 1, qui s'intitule La poursuite du sorcier de Hitler. Non, c'est pas celui-là. Le 1, je sais plus lequel c'est. C'est celui-là. C'est à moi de choisir ceux qui vont mourir. Voilà, ça c'est le 1. Et ce qui est très amusant, c'est que c'est vraiment des, des textes vraiment différents suivant les pulps. Euh, Ils ont. Voilà, il y en a, c'est assez terrifiant. Il y en a, c'est dans le monde du porno. Il y en a, c'est des personnes qui vont se réincarner. Enfin, c'est prévu pour un trajet Lausanne-Genève. Donc en gros 40 minutes. Voilà, 30-40 minutes. Moi, quand j'ai commencé à les lire, j'ai commencé à les lire le soir. J'en ai pris un. Je me suis dit, bon, je vais voir ce que ça donne. Et puis, en fait, j'en ai lu 5 à la suite, quoi. J'étais pris là-dedans. Et ce qui est assez génial, c'est qu'il y en a certains où c'est le début. Enfin, le début, c'est une histoire complète. Mais en fait, on va retrouver les personnages dans un autre pulp. Donc, il y en a deux ou trois qui se suivent comme ça. C'est vraiment assez incroyable. Euh, j'ai tellement de choses, en fait, à vous parler de livres que j'ai lus. J'ai juste pris un tas comme ça, puis je me suis dit, je vais essayer de faire des liens, et j'ai pensé à ça. Ça a été un truc assez incroyable. On vient de publier aux éditions d'en bas, donc il paraît le 3 février, il n'est pas encore en librairie, de Jacques Roman, Du désarroi et de la colère. Moi, Jacques Roman, c'est vraiment un auteur que j'adore, qui est aussi bien poète qu'essayiste, que romancier. Enfin bon, c'est vraiment
J'ai plein de ces bouquins ici. Et je vais vous lire juste un petit extrait. Puis après, vous allez voir le truc complètement fou. Donc ça s'appelle donc Du désarroi et de la colère. Si la colère n'est pas toujours fille du désespoir, elle en est la cousine, ou du moins, elle possède en elle un vieil air de famille avec celui-ci. Certes, elle effraie grand nombre. Pour ma part, j'affirme qu'en maintes situations, elle me rassure. J'en suis parfois à me demander si je ne lui dois pas cet effort de pensée qui me sert d'axe. J'aimerais pouvoir tirer de mes réflexions sur le sujet un livre d'enfant, pour enfants. Elle serait par définition inintelligible. Or, c'est de cet adjectif que je puise encore de l'écriture un fond récalcitrant à tous les clichés, à toutes les idées reçues, à tous les lieux communs, à tous les préjugés et à la cohorte des leurs. Colère contre toute avarice, qu'elle soit de sentiment ou qu'elle soit matérielle. Le proverbe reste solide qui dit « La colère est mauvaise conseillère ». Mais la littérature aura démontré l'ineptie de celui-ci, aura montré combien la colère aura brisé de chaînes quand l'espoir, distribué comme un vomitif, affaiblissait le galérien. C'est extraordinaire. C'est vraiment. Alors, il y a aussi bien de la réflexion, de l'essai, de la poésie à l'intérieur, des poèmes de lui. Enfin, c'est incroyable. Je vais lui porter, juste avant les vacances, les bouquins qui venaient d'arriver aux éditions. Donc, ça vient de paraître aux éditions d'en bas. Je viens les porter à Jacques Roman. Jacques Roman, il ne nous regarde pas sur Twitch parce qu'il n'a pas Internet. Il a un téléphone. Voilà, il a juste un téléphone, sans application, sans rien. Mais on marche beaucoup par téléphone ou par courrier. Et on se prend un café, on discute. Puis je lui dis, mais c'est marrant, j'ai vu un truc de Kesserling dernièrement, tu connais? Parce que Kesserling, j'ai découvert que il était en Suisse. Et Jacques me dit, ah mais j'ai fait des bouquins avec Kesserling. Je dis, non. Je dis, mais moi, il y a un bouquin, et ça, mon amoureuse me l'a retrouvé, Les Cahiers du Silence. C'est un bouquin que j'avais, mais comme plein de bouquins que j'aime, en général, je les ai plus. Si je les aime beaucoup, je les ai plus. Et donc celui-ci, je l'avais plus. Il était, en fait, l'édition que j'avais, c'était sous coffret. Euh, et on découvre toute l'œuvre de Léo Mallet. Et en fait, c'est comme ça que j'ai découvert Tardy, en fait, par la bande dessinée, puisque Tardy a fait pas mal de textes de Léo Mallet euh, qu'il a mis en bande dessinée. Voilà. Et donc, voilà. Et il me dit, mais attends, j'ai fait un bouquin pour Kesserling. Je dis, quoi? Il me dit, j'ai fait Arabal. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Arabal, mais c'est incroyable. Alors, je ne peux pas trop vous montrer, parce que sinon je vais me faire squeezer par Twitch si je fais voir un tiers, un quart des photos, des dessins, parce qu'on ne peut pas montrer une fesse. Donc, ce livre-là, il y a les fesses et il y a ce qui va devant les fesses. Donc, on va éviter. Par contre, je vais vous lire le début de Jacques Roman et la fin de Jacques Roman. Je vais essayer de vous trouver une ou deux illustrations. Ouais, je peux vous faire voir. La première page, donc c'est ça. Arabal is a sex maniac. Voilà, ça commence comme ça commence très fort. Hein. Un artiste, un poète, est un homme en marge, sans Dieu ni maître, hostile à toute formulation dogmatique, définitive. Il est le contestataire absolu et pour toujours. L'artiste est toujours disposé à se suicider artistiquement, à commettre l'irréparable, à faire ce que la société, le bon goût, son intérêt, la loi, condamnent sans appel. L'ère de la bureaucratie religieuse est terminée. Nous entrons dans celle de la connaissance, de l'énergie sexuelle, de l'imagination. Le combat sera du carnage. L'artiste ne voit pas de progrès linéaire, mais saisissant l'entropie et ses ravages, fermant sa sensibilité à ses fascinations passives, l'artiste est le seul à disposer d'une énergie, source d'information. Poète signifie celui qui dispose de l'énergie créatrice. Donc ça, c'est la première page. Qu'est-ce que je peux vous faire voir
Voilà, par exemple, Arabal, euh, et arrivant sur la Lune, enfin, c'est totalement incroyable. Donc, il y a effectivement, alors, il ne se prive pas quand même, parce que Michel Droit, euh, Michel Droit a bien descendu Arabal, parce que, bon, on comprend bien, hein, moi je préfère quand même, je préfère quand même Arabal à Michel Droit, de loin. Voilà. Et donc, il ne se prive pas. Et je vous lis la conclusion. Je peux juste, si je mets ma main devant, sur la couverture, vous ne verrez pas, l'eau c'est la viande, donc le texte de conclusion de Jacques Roman. Quel cahier! On cherche la fréquence, l'émission est brouillée, on oscille, et voilà que la voix porte, la voix du poète à la porte. L'œil colle au Judas, l'oreille jamais. Ceux qui te regardent ne t'écoutent jamais, ceux qui t'écoutent ne te voient jamais. Ils sont toujours un peu dans cet ailleurs que tu leur signales beaucoup, dans leur ailleurs à eux. Et toi, tu sais que tu écris dans le désert, dans le silence. Le désert ou le monde. Pour vivre à la cour du roi et de ses courtisans, tu t'es fait fou, bouffon, on te montre du doigt, tu déchaînes le rire ou la colère. Le bourreau, c'est qu'un jour, sa hache tranchera ta tête, la fera rouler dans le panier. Ta tête qu'on baladera au bout d'une pique. Imagine un peu une hache de critique et une pique de journaliste. Au bout d'une pique et après, au chien, au errant, ce chien de Kesserling et cet errant de roman, toujours à flairer les têtes coupées. Si tu te demandes, Fernando, qu'est-ce qui les a fait passer par là? Qu'est-ce qui les a fait jouer avec les osselets de ton squelette? Précisément, c'est ta viande, celle que personne ne vendra à personne, parce que les chiens et les errants, ça court après la viande, pas après l'os. Si on te demande pourquoi ces deux-là, réponds, ces deux-là ont leur tête mise à prix. Mais ils n'ont rien dit sur Arabal. La parlotte, toujours la parlotte. Nous n'avons rien dit. Nous t'avons regardé et écouté. Un salut de bouffon à bouffon. Alors, Jacques m'a dit que une fois qu'il a publié ça, il était vraiment en Suisse, ça a passé par. Hein. Arabal, il y a eu énormément, il y a Michel Droit, il y a tout ça qui l'ont descendu. Mais qu'un Suisse puisse faire ça, enfin qu'une personne vivant en Suisse, parce que Jacques est français, mais il vit depuis très longtemps en Suisse, qu'une personne vivant en Suisse fasse ça, c'était crime de lèse-majesté. Enfin, voilà. Ouais, c'était un truc incroyable. Ça, La revanche des bibliothécaires, c'est un bouquin qui vient de paraître, que j'ai trouvé magnifique, que mon amoureuse m'a offert. Voilà. Mais qu'on a promis de lire ensemble. On n'a pas encore eu le temps. Et je vais juste vous lire ce petit machin qui s'appelle Le chat de librairie et la pandémie. Les jours insouciants d'avant. Voilà. Les premières semaines terrifiantes. Les longs mois de confinement. La réouverture triomphante. Je trouve ça assez génial. Je trouve ça assez génial. Je vous en fais voir encore deux. Alors ça, c'est les éditions 2014. Pouvez-vous me recommander un gros roman sérieux que je peux trimballer mais ignorer pendant que je regarde mon téléphone? Et un petit dernier pour la route. Ça, c'est en réponse. Je ne sais pas si. Que je regarde si FX Kuka est là. Non, il n'est pas là. Mais tout à l'heure, il m'a posé une question. Enfin, il m'a mis une petite blague comme ça sur le rangement des bibliothèques. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant. Il y a un truc, ça s'appelle la réorganisation des étagères. Donc, c'est facile. Là, vous avez les livres que je veux lire. Les livres que je devrais lire. On voit la réorganisation de l'étagère avec les livres que je souhaite qu'on voit en arrière-plan en zoom, et ici, les livres que même un confinement de plusieurs mois ne peut m'inciter à lire. Voilà. Et c'est un format très sympa,
J'aime beaucoup cette maison d'édition que je ne connaissais pas. Donc ça s'appelle 2024, voilà. C'est les éditions 2024. Euh, allez, je continue. Alors, il n'y a pas de chat parce que mon amoureux, je ne sais pas si elle a accès au chat ou pas. Mais voilà. Mais vous pouvez me mettre un petit mot si vous voulez. Euh, mon amie Jacqueline qui m'a envoyé ce petit bouquin d'Elsa Triolet, Le mythe de la baronne Mélanie, et avec une petite dédicace d'Elsa Triolet. Euh, et ce texte est vraiment magnifique. En fait, c'est un texte, moi je vous lis un extrait. Parce qu'on en parlait, on était en visio cette semaine, vendredi, avec nos amis au Texas, puis en Équateur, puis on parlait justement d'Elsa Triolet. On disait, Elsa Triolet, en fait, c'est pas une écrivaine, c'est la femme d'Aragon. Eh non, c'est vraiment une écrivaine. Euh, L'idée de la mort est si révoltante pour l'homme sain qu'il n'y croit pas. Accepter l'idée de la mort est déjà un acte de suicide passif. Tandis que la vieillesse, elle, vient vous tirer par les pieds. L'esprit lucide est obligé de se rendre à l'évidence des rides. L'esprit lucide constatera que si les idées restent encore, les forces s'en vont. Fini les échecs, le ski, la conquête des femmes, la création. Le seul acte d'orgueil que l'homme puisse encore accomplir est de ne pas se laisser faire par la vieillesse, de lui échapper par la mort, au moment choisi par l'homme et non par elle. Tandis que ceux qui vont au-devant de la mort, par peur du néant, me font l'effet de gribouilles qui se jettent à l'eau pour ne pas se mouiller. Car qu'est-ce que la mort, ce néant incertain, inimaginable, en la comparant avec le néant avant la lettre, avec la vieillesse, ce point noir à l'horizon et qui grossit et se rapproche au fur et à mesure que passent les jours et les années. Et en fait, ça va être le récit de du mythe de la baronne Mélanie qui va répondre à cette question. C'est un très très beau texte, magnifique. C'est un ouvrage qui a été imprimé en Suisse en plus, euh, et qui a été imprimé le 1er décembre 1945. Voilà. Et puis, voilà, j'ai des choses. Euh, un bouquin magnifique. Charlie Chaplin, l'homme orchestre. En fait, c'est un bouquin aux éditions de la Martinière. Et bon, vous savez que Chaplin, il a vécu pas loin, à Vevey. Et ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est, bon, déjà, au niveau qualité photo, c'est fantastique. Enfin, moi, je trouve que le piqué des photos, c'est vraiment extraordinaire. Euh, je vous en fais voir quelques-unes. Euh, voilà. Mais je ne sais pas combien il y a de photos, mais il y en a, c'est rempli de photos. Et le texte, en fait, ce livre a été fait dans le cadre d'une exposition qui s'est tenue, à la Cité de la Musique Philharmonique de Paris du 11 octobre 2019 au 26 janvier 2020. Et je vais vous lire un passage que j'ai trouvé hyper intéressant, qui s'appelle donc d'Ariane Coulondre, Empereur du cubisme et images mobiles, Charlot sous le regard de Fernand Léger. J'ai trouvé ce passage vraiment très très beau. Et c'est hyper intéressant. Enfin, moi, j'ai découvert plein de choses dans ce livre. Voilà. Je m'intéresse à Charlie Chaplin car il est le seul à être devenu à l'écran une image mobile, écrit Fernand Léger en mars 1923, en réponse à une enquête de René Clair sur le cinéma, le théâtre et Concedia illustré. Très tôt, sa fascination pour la figure de Charlot, partagée par bon nombre d'artistes de l'avant-garde, Varvara Stepanova, Erwin Blumfeld, Marc Chagall, rejoint sa recherche d'expression du mouvement. L'art de Chaplin, populaire et visuel, entre en résonance avec le regard qu'il porte sur son époque, en particulier son constat, fait bien avant les temps modernes, Modern Times, 1936,
de la place nouvelle de l'homme et de l'art face à l'accélération mécanique d'un monde transformé par l'urbanisation, l'industrialisation et la Grande Guerre. La rencontre de Léger avec Charlot et le choc esthétique qui s'ensuit sont en effet indissociables de son expérience du premier conflit mondial. Mobilisé au front, le peintre traverse ces années douloureuses entre torpeur et désœuvrement. C'est à l'été 1916 qu'il découvre dans un cinéma de Montparnasse les péripéties du petit bonhomme armé d'un chapeau melon et d'une canne, projeté parmi les actualités des tranchées. C'est Apollinaire qui m'a emmené voir Charlot pendant une permission du front. On était d'avis que tout se passait là-haut, que la vie était ramassée dans les lignes, que l'arrière c'était l'emmerdement et la mort. Apollinaire m'a dit « Il y a tout de même quelque chose, viens voir. J'ai vu Charlot, incontestablement, c'était quelque chose puisqu'il tenait le coup devant l'énorme spectacle que je venais de quitter pour 7 jours. » Surgit de ses souvenirs en lettres capitales, la figure de Charlot donne corps à ses préoccupations picturales. Le facétieux vagabond à la gestuelle rapide et saccadée incarne cette modernité trépidante, contrastée et fragmentée que Léger traduit plastiquement dans ses tableaux cubistes. Décrit comme une espèce d'objet vivant, sec, mobile, blanc et noir, il offre l'image d'un corps toujours en mouvement, affranchi de toute psychologie, issu du music-hall. L'acteur à l'extraordinaire talent d'acrobate, de mime et de danseur, révèle l'essence du 7e art naissant que Léger pense contre le théâtre, encombré à ses yeux de littérature et de sentiments. Le cinéma commence avec Charlot, clame le peintre, féru de films et proche de plusieurs cinéastes. Membre du premier ciné-club de Paris, fondé en 1921, Léger côtoie Abel Gance, auquel il propose des projets d'affiches pour La Roue, et Marcel L'Herbier qui lui commande des décors pour son film L'Inhumaine. Il entretient par la suite une correspondance amicale avec Eisenstein, lui-même proche de Charlie Chaplin. Dans les années 20, alors que la peinture de Léger privilégie les formes mécaniques et les paysages urbains, il n'est pas étonnant de voir apparaître Charlot en personnage cubiste dans certaines de ses œuvres. Il est le héros de 4 dessins à l'encre pour le livre de son ami le poète Ivan Goll. En version française, La Chapliniade ou Charlot poète, reprise sous le titre La Chaplinade dans le Nouvel Orphée en 1923. Voilà, je ne vous lis pas tout, mais voilà, c'est vraiment un bouquin hyper documenté, très très intéressant, plein d'anecdotes. Il y a tout le côté de Chaplin avec la musique, les rapports entre Chaplin et la musique. Je suis en train de le lire, c'est vraiment petit bijou et au niveau iconographie, c'est quand même très beau. Voilà. Donc à la Martinière, si vous ne savez pas quoi acheter, voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire Ah ouais, bon, vous savez que je continue de travailler sur la statue de Condillac retouchée de Yves Veland, et je me suis dit, mais ouais. Pour info, j'ai attrapé un Covid qui a duré à peu près un mois. J'étais complètement KO, j'arrivais même pas à lire. Et je me suis dit, il me faut quelque chose. Je peux pas rester dans le lit comme ça à rien faire. Ça, c'est assez insupportable pour moi. Et je me suis dit, pour Noël, j'ai lu ça. Les œuvres de Joyce, le volume 2. Je me suis dit, allez, on y va. Sachant que dans le volume 2, il y a Ulysse. Et pour celles et ceux qui ont suivi, on avait fait une rencontre. Est-ce que je l'ai là avec. Zut, je sais pas. Je l'ai pas. Marc, comment il s'appelle je les trouve ce soir. On fait une rencontre autour de l'ombre de Bloom, donc un bouquin qui reprend, qui travaille autour des textes d'Ulysse. Et là, je vais vous lire un petit extrait. J'adore cette écriture qui est vraiment une écriture orale. Malheureusement, j'avais pas la force, et puis en fait, je lis principalement le soir dans le lit. Je ne vais pas embêter mon amoureuse non plus à lire à voix haute. Donc là, effectivement, je lis à voix basse, mais j'aurais
j'ai qu'une envie, c'est une fois que je l'aurai terminé de le lire à voix haute. Sorte du restaurant végétarien. Rien que du légumage et des fruits. Ne mangez pas de beefsteak. Si vous en mangez, les yeux de la vache vous poursuivront pendant toute l'éternité. Ils disent que c'est plus sain. Ce n'est que du vent et de l'eau. J'en ai essayé. Ça vous fait aller toute la journée. Aussi mauvais qu'un hareng sort. Des rêves toute la nuit. Pourquoi appelaient-ils cette chose qu'ils m'ont servi un beefsteak de noix? Noix-tarien? Fruitarien? Pour vous donner l'illusion que vous mangez un vrai beefsteak? Absurde. Trop salé aussi. Ah, cuisine à la soude. On passe sa nuit au robinet. Ces bas tire-bouchonnes aux chevilles, je déteste ça, quel manque de goût. Ces gens de lettres, éthérés, sont tous rêveurs, nébuleux, symbolistes, esthètes. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit cette espèce de nourriture-là qui produit comme un vent d'inspiration, le poétique. C'est sûr qu'un de ces cergots qui suent le ragoût de mouton dans leur chemise, vous ne pourriez pas en extraire un grain de poésie. Ne se doute même pas de ce que c'est la poésie. Il faut une certaine disposition. Nébuleuse et rêveuse mouette, sur le flot morne, plane en quête. Et donc c'est ce petit extrait de poésie, c'est Peter Russell. Voilà. Et je me régale à lire Ulysse. Et je me suis dit, en fait, dans la statue de Condillac, il y a aussi le lien avec Molloy, puisque il y a un quartier de Lausanne qui s'appelle Malais, et clairement, Yves-Velan fait référence à Molloy de Beckett. Et voilà. Donc, en alternance, j'ai Beckett et Joyce, ce qui est pas mal pour des moments où je dors pas. Alors, c'était l'heure du repos. Entre le travail du matin et celui de l'après-midi. Les plus sages, peut-être, allongés dans les squares ou assis devant leurs portes, en savouraient les langueurs finissantes, oublieux des soucis récents, indifférents aux proches. D'autres, au contraire, en profitaient pour tirer des plans, la tête dans les mains. Y en avait-il un seul pour se mettre à ma place, pour sentir combien j'étais peu à cette heure, celui dont j'avais l'air, et dans ce peu, quelle puissance il y avait d'amarre tendu à péter? C'est possible. Oui, je tirais vers ce faux profond, aux fausses allures de gravité et de paix. Je m'y ai lancé de tous mes vieux poisons, en sachant que je ne risquais rien. J'ai perdu la ligne. Sous le ciel bleu, sous l'œil du gardien, oublieux de ma mère, libéré des actes, fondu dans l'heure des autres, me disant « répit, répit ». Arrivé au poste, je fus introduit auprès d'un fonctionnaire étonnant. Vêtu en civil, en bras de chemise, il était vautré dans un fauteuil, les pieds sur son bureau, un chapeau de paille sur la tête, et sortant de la bouche un objet mince et flexible que je n'arrivais pas à identifier. Ces détails, j'eus le temps de les enregistrer avant qu'il me congédiât. Il écouta le rapport de son subordonné, puis se mit à m'interroger sur un ton qui, au point de vue de la correction, laissait de plus en plus à désirer à mon idée. Entre ces questions et mes réponses, je parle de celles méritant qu'on les prît en considération, il y avait des intervalles plus ou moins longs et bruyants. J'ai si peu l'habitude qu'on me demande quelque chose, que lorsqu'on me demande quelque chose, je mets du temps à savoir quoi. Et le tort que j'ai, c'est qu'au lieu de réfléchir tranquillement à ce que je viens d'entendre, et que j'entends parfaitement bien, ayant l'ouïe assez fine, malgré sa vétusté, je me dépêche de répondre n'importe quoi, de crainte probablement que mon silence ne porte à son comble la colère de mon interlocuteur. Je suis un craintif. Toute ma vie, j'ai vécu dans la crainte, celle d'être battu. Voilà, petit extrait de
Molloy de Beckett, voilà, qui accompagne Ulysse de Joyce, ce qui est pas mal quand même. Voilà. Alors, ah ouais, hier soir, j'ai repris Vomir. Vomir, c'est un bouquin totalement incroyable aux éditions du Savon. C'est un tout petit livre à 7 euros qui fait 50 pages. Je voulais juste l'incipit. À toutes celles et ceux qui vivent avec un singe accroché sur les épaules. Entre le vendredi 3 juillet 2020 à 22 heures et le dimanche 5 juillet aux alentours de 4 heures du matin, dans une rave party bas de gamme, où le tempo n'a pas dépassé 115 BPM, j'ai volontairement administré à mon organisme le traitement suivant, dans cet ordre et ses quantités. 1 gramme de cocaïne, 1 ecstasy, 1 demi-gramme de kétamine, un deuxième ecstasy, quelques traces encore de kétamine, un deuxième gramme de cocaïne, un demi-gramme d'héroïne, le tout accompagné par l'ingestion quasi constante d'alcool divers, d'un flacon de poppers et des mystérieux produits de coupe traditionnels. Le jour 1, c'est le jour où cette personne arrive à l'hôpital, aux urgences. Et il est vraiment très près d'y passer. Il n'y a plus rien qui fonctionne, le foie, les reins, il n'y a plus rien qui fonctionne. C'est un texte vraiment hyper intéressant parce que c'est pas j'ai arrêté la drogue parce que la drogue c'est mauvais, parce que c'est machin. Il n'y a pas de jugement, il y a juste les faits. Qu'est-ce que ça a pu faire à son organisme, toute la question sociale aussi qui est abordée en 50 pages. C'est un truc incroyable avec aussi ses amis, la manière dont ses amis peuvent l'aider. Ou, enfin, c'est un texte. Je ne peux pas vous lire d'extrait parce que si je vous lis un extrait, ça dévoile de trop. Si je peux vous lire. Dans le texte, en fait, il y a des passages qui sont en italique, voilà, qui sont plus des réflexions, qui sont qui parsèment un petit peu le récit. La drogue est tristement devenue indissociable du sexe et inversement. J'ai commencé à adopter le chemsex, cette pratique qui consiste à prendre des drogues et à avoir des rapports sexuels en même temps pour augmenter exponentiellement le plaisir des deux. Cette dernière année, combien de soirées qui ne pouvaient pas se terminer avant que j'ai trouvé une partenaire pour rentrer et partager ces longues heures d'extase. À défaut, quand ça ne marchait pas, ces longues heures de masturbation et de drogue en solitaire et ces réveils pleins de dégoût et de haine de soi. Glauquissime. Le sexe est tellement bon, sous-stimulant, qu'il est devenu peu évident d'être stimulé sans. Je recommence. Le sexe est tellement bon, sous-stimulant, qu'il est devenu peu évident d'être stimulé sans. Ces dernières années, mes quelques coïts sobres étaient sans saveur. Ça fera partie de ma rééducation. Voilà, Vomir. L'auteur, c'est Simon Arbez, A-R-B-E-Z. Impressionnant comme bouquin. Il vient tout juste de paraître. Alors, mon amoureuse sait que j'aime aussi les bouquins de typo. Et j'ai eu ces magnifiques, ces 2 livres magnifiques chez Harpo. Je ne sais pas si vous connaissez Harpo. De Mahmoud Palavan, donc le Rubaiyat. Rubaiyat, je pense que ça se prononce. Ô cœur, tu es sans doute destiné au martyre. Dans ta folie, tu dénigres la vie brève. Tu cherches chaque jour
l'unique entre mille, est toujours nouvelle. Elle n'est certes pas meilleure que les autres. Amour dont la flamme ne donne jamais de fumée. Tristesse qu'aucun son n'accompagne. Désir. Essence qui me manque. Fièvre brûlante. Oh, cette apparence de bonheur est invisible, indispensable. Puis alors les bouquins chez Harpo, c'est toujours très très beau, quoi. Moi j'adore. Là j'ai bien le quatrième de couverture. Nous mettrons à notre ceinture le poignard de la folie. Nous viserons la connaissance avec l'arc de notre vie. Oh oui, je suis l'esclave des cieux. La respiration est une chaîne. Mais j'ai connu la terre. Et cela seul a du prix. Et le second chez Harpo, pareil on s'est dit qu'on le lirait ensemble avec mon amoureuse, mais avec ce mois de Covid, ça a été un peu compliqué. C'est de Dannhauser et c'est traduit de l'allemand par Laurent Cassagno, donc Michael Dannhauser, et ça s'appelle Venise, octobre. Et c'est chez Harpo également. Et c'est pareil, je vous lis une si vite. Seul un pâle rideau de lumière voilait le soleil, et des peupliers s'élevaient, au feuillage encore éparse dans les cimes, effleurant tantôt la lisière brumeuse, tantôt l'azur du ciel. Papillotant ou papotant, scintillant aussi, ils escortaient un terrain abandonné. Alors, avec halles et pontons, et dans les ruelles se faisait quotidienne bientôt cette vie qui était tant éclat et désert que tous deux se mêlaient comme enchevêtrés, en une haie le long de laquelle, flânant presque, je marchais. J'avais pris là une chambre, et j'hésitais à arriver dans cette ville souvent commentée, sur laquelle flottait en forme de croissant la lune. Voilà. Magnifique texte sur une balade dans Venise. Enfin, c'est très très beau. Voilà. Alors, je savais pas trop comment ça allait se passer. Je savais pas si vous alliez parler. Puis en fait, il n'y a personne qui parle. J'espère. Je sais pas si le chat fonctionne. Peut-être que le chat fonctionne pas. Mais c'est pas très grave. Je vais vous. Ah bah oui, oui, oui. Salut Captain Zob Zob. Oui, oui. Ah super alors. Très bien. Parce que j'ai vu. En fait, ce qui est assez bizarre, c'est que je vois le nombre de personnes qui est affiché dans le chat. Non, non, ah, mais c'est sympa. Mais moi, j'ai essayé de noter, je sais pas si euh, Laura a réussi à chatter, mais moi, j'arrive pas à mettre Laura? Je sais pas. Je sais pas si on arrive à mettre les sources, en fait. Est-ce que tu arrives à mettre les sources dans le chat? Non. On a un problème, mais ça sera résolu. De toute manière, à la fin de l'émission, j'enregistre et je mets ça sur YouTube, sur la chaîne de Pascal Cotin, en fait, YouTube, et puis sur mon site. Voilà. Lançon, d'accord. Alors, je crois que je l'ai en plus, l'embout. Merci. Je crois que je l'ai. C'est chez Verdier, non? C'est chez quel éditeur, il me semble. Euh, je me rappelle plus. D'accord. Ah, c'est bien. J'adore qu'on me propose des choses comme ça parce que euh, ce qui m'intéresse au niveau de Twitch, c'est ça, c'est aussi l'échange, le partage, découvrir des auteurs. Si vous avez lu des bouquins qui vous ont plu ou qui vous ont pas plu, hein. Moi, je suis pas là pour faire de la pub. Faut pas hésiter à m'en parler. Je note et puis et, chouette alors. C'est chouette. Non, c'est ça qui est assez génial, c'est qu'il y a des choses qui arrivent comme ça, et puis moi,
j'écoute ce que vous, enfin, je note ce que vous m'écrivez, que je note aussi dans mon chat, où je mets toutes les sources sur comment, sur le site, sur Facebook et tout ça. Je note les livres dont vous avez parlé, puis en général, je m'arrange pour les trouver, puis pour les lire, et puis en reparler la fois d'après. Donc je sais que je lirai du Lançon prochainement. Voilà. J'ai été à Lutry, on a une boîte à livres qui est incroyable, qui est gérée par la bibliothèque de Lutry. Et dedans, je trouve les lettres à un ami de Max Jacob, aux éditions Vinetta, que je ne connaissais pas, qui est pourtant un éditeur. Un éditeur. Enfin, ça a été imprimé à Lausanne. Je ne sais pas d'où est cet éditeur. Bah, Paris-Lausanne-Bâle. C'est assez marrant. En plus, un bouquin qui est numéroté. Voilà, il a été tiré 175 exemplaires. Et puis là, c'est l'exemplaire 98. Je prends juste un petit passage comme ça. Je suis en train de le lire. Je trouve que c'est marrant parce que il y a vraiment tout le milieu de la littérature qui se retrouve dans ce bouquin. Ah tiens, celui-là, ça m'a bien fait rire. 55 rue Nollet 55, 22 octobre 28. Cher ami, je dois préparer 10 gouaches pour une exposition grandiose le 20 novembre. Il n'y en a que 2 achevées. Comment veux-tu que je pense au chemin de croix? Donc en italique, le texte chemin de croix. Autrement que dans mes prières matinales. D'ailleurs, j'ai peur que Gallimard ne permette pas d'édition en dehors de lui. Ils n'ont pas changé, pas vraiment. D'autre part, je suis assez malade de mon foie. Le midi me semble problématique. Pourtant, quel bonheur de te voir sous le ciel bleu et de revoir Lampedusa. On m'affirme que le cabinet noir reparaît. Illusion peut-être, mais illusion bien douce. Je t'embrasse. Ah, c'est magnifique. Voilà, donc voilà, je vais le reprendre. Là, j'ai pris comme ça. En fait, c'est une correspondance qui a eu lieu avec Jean Grenier de 1922 à 1937. Et c'est très marrant, quoi, parce qu'il y a plein d'anecdotes. On croise aussi bien des auteurs comme Gogol que qu'est-ce que j'ai vu tout à l'heure, Bosco. Enfin, c'est vraiment très drôle. Voilà, puis on se balade entre Naples, Douarnenez. Voilà. Et bah oui, justement, comme j'ai trouvé ça, je me suis dit, hop, ça c'était un bouquin que Jacqueline m'avait aussi offert, Balade de Max Jacob. Et ce qui est assez génial, c'est que vous avez le texte manuscrit à côté. Et ça, c'est extraordinaire, quoi. Balade de la visite nocturne. Quel hiver fut celui de 1929? Paris était de velours blanc, ses fenêtres en pierre de lune. Cette nuit-là, cette nuit de décembre, je m'éveillai dans la douillette chambre hôtel Nollet. Je m'éveillai avec les raisons hagardes de la folie, de la folie. Dans la douillette chambre, chaudement de laine épaisse à cause du gel, je m'habillai. Il était bien 2 heures, avec de bons gants velus et les raisons hagardes de la folie. Par ce froid, par cette nuit, par cette neige, où donc allez-vous à cette heure? Demandait le veilleur de nuit. À cette heure, vous ne trouverez pas de taxi. Veilleur de nuit, je vais jusqu'au cirque du Temple. Quel hiver fut celui de 1929. Paris était de velours blanc, ses fenêtres en pierre de lune, et chaque rue, ombre et lumière. Chauffeur transi, conduisez-moi, allez donc, je vous en prie, boulevard du Temple au 108. C'était le seul taxi, le seul, courant dans Paris à cette heure et dans la neige non souillée, à cette heure non souillée. Ah, qu'il avait neigé. Alors, mes yeux de feu, mes yeux d'apparition mystique, ont contemplé cette fenêtre. La fenêtre où tu dors parmi les liens de tes parents. Où tu dors, moi assis sur la neige d'un banc, et ta fenêtre en pierre de lune. Voilà, c'est splendide, hein. Et c'est marrant parce que
j'ouvre comme ça, par hasard, est-ce qu'il y a des hasards? Ce matin, donc j'ai commencé ma tournée dans les montagnes suisses romandes, je suis allé à Fribourg, et puis en revenant, il y avait de la neige. Il y avait rien en partant, et en revenant, il y avait de la neige. C'est tout blanc autour. C'était magnifique. Enfin voilà, c'est très drôle. Euh, Qu'est-ce que je peux vous... allez, on va prendre... Ah bah oui, Ritsos. Allez. Grécité et après l'épreuve. Vous savez combien c'est un auteur que j'aime, que je ne connaissais pas du tout avant que mon amie Jacqueline. J'en parle beaucoup, mais on a beaucoup d'échanges et puis c'est vraiment intéressant de découvrir des auteurs. Ah non, j'ai un truc qu'il faut absolument que je vous parle. J'ai promis que j'en parlais. Attends, il faut que j'ouvre mon Word. Euh, Vendredi, on a lu, on a discuté autour d'un poète. Il faut juste que ça se rouvre parce que j'avais tout fermé pour pas faire de bruit. Hop, allez, hop. Et, euh, et ça, c'est totalement incroyable. Je vais vous raconter l'anecdote. Ici, dès que ça s'ouvre. Euh, En fait, donc, on est actuellement en 4. Il y a notre ami Maxime à Paris qui a plus beaucoup de temps de participer. Donc, il y a Jim qui est au Texas. Il y a Paul qui est en Équateur. Jacqueline qui est à Paris. Et puis moi. Et on parle, on parle de poètes ou d'écrivains. Et on parle aussi des traductions, on parle aussi du rapport à la musique parce que Paul était chef de chœur. Et euh, là, il y a Jim qui nous dit ah ben vendredi on va parler de comment de Pierre-Jean Jouve. Ok. Moi Pierre-Jean Jouve, j'en avais entendu parler, mais jamais lu. Écoutez ça. Adieu. Noir. Noir. Sentiment noir. Frappe, image noire, un coup retentissant sur le gong du lointain, pour l'entrée à l'épaisseur bien obscure de ce cœur. L'épaisse cérémonie à la longue plaine noire de l'intérieur et de l'adieu, de minuit et du départ. Frappe, comme un gong noir à la porte d'enfer. Un aigre vent soulève les roseaux des sables, confond les monts, sous les nuées de mauvais temps de la mémoire, fait retomber la vague en éclatante blancheur dans le néant. C'est la journée épaisse intime où elle part. Jetant un dernier œil aux prouesses d'amant, où il quitte quelques maigres longueurs encore de faible sable, et poussant la vieillesse de l'âge, un aigre vent. Noir, noir, sentiment noir. Ô frappe claire et noire, pour l'épaisse cérémonie à la terre sans lendemain, portant comme un socle divin le monument de leur départ. De longues lignes de tristesse et de brouillard ouvrent de tous côtés cette plaine sans fond, où les monts s'évaporent puis reprennent, à des hauteurs que ne touche plus le regard. Là où nous sommes arrivés, donne ta main, puis au saule, plus écroulé que nos silences, à l'herbe de l'été que détruisent tes pieds, dis un mot, sans raison, profère un vrai poème, laisse que je caresse enfin tes cheveux morts, car la mort vient roulant pour nous ces tambours loin. Laisse que je retouche entièrement ton corps dans son vallon, ou plage extrême, fleur du temps, que je plie un genou devant ta brune erreur, ta beauté, ton parfum défunt près du départ, adorant ton défaut, ton vice et ton caprice, adorant ton abîme noir sans firmament. Laisse, ô déjà perdu, et que je te bénisse pour tous les mots par où tu m'as appris l'amour, par tous les mots en quoi tu m'as appris le chant. Adieu. La nuit déjà nous fait méconnaissables. Ton visage est fondu dans l'absence. Oh, adieu.
Détache ta main de ma main, et tes doigts de mes doigts arrache, laissant tomber entre nos espaces le temps, solitaire, étranger, le temps rempli d'espace. Et quand l'obscur aura totalement rongé la forme de ton ombre, ainsi qu'une Eurydice, retourne-toi, afin de consommer ta mort pour me communiquer l'adieu. Adieu ma grâce, au point qu'il n'est espoir de relier nos sorts, si même s'ouvre en nous le temple de la grâce. Voilà, ça c'est Pierre-Jean Jouve. Alors je ne sais pas si vous aviez déjà lu Pierre-Jean Jouve, mais alors moi je suis complètement conquis par cette écriture, et puis sa vie est une vie incroyable. Euh, c'est un auteur qui a été antimilitariste dès la guerre de 14, qui a continué pendant la guerre de 39, 45 et qui s'est réfugié en Suisse et en 43, qui a publié des textes assez virulents contre la guerre. Enfin, c'était vraiment et on parlait justement avec Jacqueline, qui a bien connu justement tous ces écrivains à cette période-là, et qui disait qu'en fait, il y avait, quand on était écrivain dans les années 40, on était principalement de gauche. Mais il n'y avait pas d'exclusion. Il y avait aussi des gens qui étaient de droite, puis il y avait des gens qui étaient ni de gauche ni de droite. Voilà. Il se trouve que Pierre-Jean Jouve n'avait pas d'engagement précis. Il n'était pas au Parti communiste comme beaucoup d'auteurs comme Aragon, comme Éluard ou des gens comme ça. Il les fréquentait par contre, mais il les fréquentait sans être dans son cercle d'amis. Et en fait, il est resté comme ça, assez indépendant. Et je trouve ça très intéressant. Et oui, alors j'allais vous parler de Ritsos, puis en repensant à Jacqueline, je me suis dit, il faut que je vous parle absolument de Jouve, parce que ça c'est... Donc, alors, Ritsos c'était un peu différent, parce que Jacqueline, pendant que Ritsos était en prison en Grèce, elle était donc aux éditions du Parti communiste, et elle tricotait des chaussettes, et l'argent des chaussettes vendues allait pour soutenir Ritsos en Grèce, qui était dans les prisons en Grèce. Et donc elle m'a fait découvrir ce poète incroyable. Et là c'est un extrait de Grécité. Ils sont partis dans l'aube avec le regard fier de l'homme qui a faim, avec un astre enclos dans leurs yeux immobiles et portant sur leur dos l'été ensanglanté. Par ce chemin passèrent les soldats, étendards à même la peau, mordant l'obstination à pleines dents comme une prunelle verte, leurs brodequins remplis du sable de la lune, le poussier de la nuit, rivés à leurs narines, à leurs oreilles. D'arbre en arbre et de pierre en pierre, ils ont traversé un monde sur un oreiller d'épines. Ils ont traversé le sommeil, apportant la vie comme un fleuve dans leurs deux mains fanées. À chaque pas, ils conquéraient une enjambée de ciel pour la donner à tous. Ils veillaient, sentinelles de pierre comme des arbres calcinés. Et quand ils dansaient sur la place, tremblaient les plafonds des maisons, teintaient les verres des étagères. Et c'est magnifique, en plus c'est en bilingue, grec-français. Et voilà, c'est un texte vraiment splendide de Ritsos. Voilà, une écrite sauce. Chemin faisant sur un sentier de mes poésies. Alors, Capitaine Zobzob, qu'est-ce que tu as lu dernièrement, que tu as aimé, ou quel genre de littérature tu lis? Parce qu'en fait, moi, je parle beaucoup, je lis beaucoup. Enfin, je lis beaucoup là, pendant l'émission, mais j'aime lire. Une amoureuse, elle me pose la question, elle me dit pourquoi tu lis? Et je dis pourquoi je lis? Pourquoi je respire?
Ah ouais, génial, génial, vas-y, prends ta pile. Ah ouais, c'est super, ça j'adore. Dommage qu'on puisse pas partager des photos, ce serait chouette ça. Mais ah ouais, ça c'est super. Euh, et ouais, je me suis posé la question, mais je me suis dit, bah non, c'est vital. C'est vital la lecture. Je vois pas. J'ai besoin de lire comme j'ai besoin de respirer. Je vois pas tellement de différence entre les deux, quoi. Et, euh, et voilà, ouais, c'était bizarre cette question. Enfin, pas la question en tant que telle, mais quelle réponse apporter à cette question-là. Je sais pas si vous pouvez répondre à ça. Pourquoi vous lisez? Euh, je me suis dit, il y a du plaisir, mais il n'y a pas que du plaisir. Ça va au-delà, quoi. Euh, J'aime bien découvrir, ça c'est sûr. Euh, J'aime bien des écritures puissantes, en fait. Bon, j'ai une autrice que je ne nommerai pas, mais on discutait une fois, puis elle me dit ah, mais Maupassant. Moi je dis Maupassant. Je dis Flaubert, ouais. Alors, Le garçon de mon père de Emmanuel Lambert. Ok. Ah putain, c'est génial, je vais avoir plein de livres à découvrir. Et t'as bien aimé Le garçon de mon père? Ah, c'est génial, j'ai découvert plein de choses. Et puis, les autres personnes qui seront là aussi. Emmanuel Lambert. Ça me dit rien du tout, c'est où ça, oui, vraiment très bien. La vision de la fin du père par l'enfant. Ah, chouette. Très bien. Ok. Super. Donc c'est un roman, c'est pas un récit. Euh, ouais. Ah, c'est un récit. D'accord. Ok. Ah ouais. Ok. Là, on est en train de travailler aux éditions d'en bas sur un récit qui est un fils qui raconte euh, le choix de sa mère de mettre fin à sa vie, en fait, euh, ce qu'on appelle le suicide assisté, mais que l'auteur n'aime pas comme mot. Et c'est un texte pareil, là c'est la fin de la mère par l'enfant. Euh, c'est marrant, ça, c'est très chouette. J'ai envie de découvrir ça, Emmanuel Lambert, d'accord. Que je ne connais pas du tout comme autrice, j'ai jamais lu. Euh, ok. Et puis, c'est toute la pile. J'ai les mots analogues de René Daumal à commencer. Ah, René Daumal. Ah ouais, pas mal, ça, c'est pas mal. Mais alors, je connais pas du tout les mots analogues. Le mot analogue, pardon. Le mot analogue, je note, parce que j'ai pas confiance dans le chat, je sais pas s'il va rester. Euh, René Daumal. Ouais, ok. Alors, René Daumal, j'ai lu, je sais plus quoi, c'était illustré. C'était illustré par qui? Je ne me rappelle plus. Maintenant. Ah ouais, ah ouais, Pierre-Jean Jouve. Mais alors, ouais, je vais en relire un autre. Euh, qu'on va lire ensemble vendredi, comme ça, j'aurai un petit peu d'avance. Donc ça, c'est un texte qui a été écrit en 1916 et qui s'appelle, c'est extrait de Poème contre le grand crime aux éditions de la revue Demain, mais je pense que ça a paru chez un autre éditeur. Et le titre s'intitule Au grand nombre. À toi qui viens vers le blessé, qui pose le canon du revolver entre ses yeux et tire. À toi qui fusille ton ami sans vouloir le reconnaître. À toi qui fais sauter la tête aux soldats de garde endormis. À toi qui lance dans l'air la bombe anonyme. À toi qui nettoie la tranchée. Ô ivre, tournant et retournant le couteau, afin que ce ne soit bien lavé de sang vivant, afin qu'il n'y ait plus une seule prière vivante. À toi, soldat de tout pays, à toi, professeur, qui écrit
Les mots empoisonnés comme des plaies, les mots de fausseté, d'ordure et de sang qui coule. À toi, prostituée derrière les batailles, qui baise les cadavres de demain et pourrit ceux qui reviennent de la mort. À toi, prostituée riche et maître banquier, pour qui précisément sont tuées cette nuit 100 000 jeunes vies. À toi, gouvernant hilar aux mains pleines d'ambition, de lâcheté et d'argent sale. Ô bête couverte d'honneur, te voilà dans le crime jusqu'aux yeux. Le crime emplit la terre et l'esprit. Le crime est Dieu. Tiens-toi ferme au milieu de la houle et ferme les yeux sur les morts, sur ceux-là qui sont véritablement tes morts. Que le crime soit toujours plus grand, que le peuple soit toujours plus malade, que le crime soit implacable comme une peste ou le glissement d'un mont, qu'il détruise en 10 années l'ouvrage de centaines d'années, et puisses-tu sauver tes eaux, ô gouvernant dans la tourmente. À vous tous, je ne vous jette pas une pierre de haine, je vous contemple avec des yeux clairs, car le doute n'est pas pour mon cœur un étranger. J'attire sur vous tous une lumière inhabituelle. J'ai de vous tristesse et humanité, quand bien même vous me haïrez. Et vous me haïssez, je le sais. Je marcherai demain en tête des victimes. Ô vous tous, je sens que si je ne vous aime point, par quelque voie détournée, il me manque le plus précieux. La vie me manque, et n'est-ce pas le plus précieux? Je sens que si je ne fonde pas sur vous aussi la grande cité des divins compagnons, la grande cité du monde ne sera jamais fondée. Et le malheur, et l'esclavage, et la mort continueront comme par le passé. Voilà, moi je vous propose qu'on termine sur ça et qu'on décide de fonder la grande cité des divins compagnons. Je trouve que c'est un texte extraordinaire. Enfin voilà, j'avoue que c'est une énorme découverte et c'est assez marrant quand même que ce soit un États-Unien qui me qui incite à faire à, à relire, à découvrir Pierre-Jean Jouve. Enfin, c'est magnifique. Merci beaucoup, Captain Zobzob. Je suis vachement content parce que là, j'ai 3 références et ça va me faire des pistes pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, je reviens à 20h. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine. Et puis, merci beaucoup. Je vous embrasse. Salut.